Bonsoir à tous. On se retrouve une nouvelle fois déjà parce qu'il y a encore une fois une sortie que j'attendais fermement. Pour ceux qui ont pu jouer au livre-jeu de deux Architecture Art, Les âmes seules ou Les Veilleurs ou encore L'Asile, on a le nouvel opus qui est sorti vendredi dernier qui s'appelle Le phare survivre à la nuit. Et le pitch est carrément chouette et donne envie de se plonger dans l'aventure. 11 novembre 1923. Sur une île battue par les vents, un ancien poilu revenu briser des tranchées de la Somme et de Verdun accepte un poste de gardien de phare. Il vient chercher dans cet exil austère un peu de paix, la promesse d'un éternel silence, un espoir de rédemption. Mais la tempête gronde, et la nuit venue, quelque chose rôde dans les ténèbres glacées. Quelque chose qui attend son heure. Quelque chose de terrible, de maléfique, et qui se nourrit des cauchemars. Le phare est un livre-jeu narratif qui mêle intimement roman crépusculaire et jeu de survie. Durant les phases de jour, vous devrez gérer vos ressources, explorer l'île et veiller à ce que chaque soir, le phare de Beg Arvran puisse s'allumer. La nuit, vous devrez survivre. Alors, on nous propose dans ce nouveau coffret un livre, un plateau de jeu, une fiche de personnage, un plan de l'île, 48 mini-cartes attributs et objets, 43 cartes lieux et ressources et une planche de pions. Et on va tout de suite voir ce qu'on a dans cette boîte. Le livre est super épais. Regardez ça. On va avoir de quoi faire. On nous propose dans cette aventure... Alors ici... Les pages ne seraient pas numérotées. Non. En tout cas, un sacré paquet de pages. Beau livre. Souple. Agréable à feuilleter. On a une planche de pion. Certainement des points d'action. Le reste, on découvrira ça en temps voulu. Et on a toujours cette petite boîte qui nous permet de ranger parfaitement les petits nécessaires de jeu. Donc on a les cartes dont on nous a parlé. Ok, donc là, on a des lieux, apparemment, des événements, des objets. Et attention à ne pas dévoiler les secrets. Des afflictions, de la nourriture et des secrets. On nous dira quand on devra s'en servir. On a ensuite ça doit être le petit plateau d'action. Avec, on a un plan du phare avec les petites pièces à vivre. Toujours les pistes, les jauges en bas. Donc, on devra gérer apparemment la nourriture, les outils, le pétrole et le bois. Donc, le nécessaire certainement à allumer le phare et puis le nécessaire pour notre survie. Ensuite, on a les aides de jeu. Comme toujours, c'est très clair. À chaque fois, on a tout ce qu'il faut sous les yeux. Et on aura apparemment un temps limité pour le jeu. On a ici le plan. Donc avec une illustration au dos. Peut-être la vue depuis le haut du phare. Et ici, la carte. La fiche de personnage
qui nous précise qu'on aura 6 emplacements dans notre sac à dos, des attributs des afflictions. C'est légèrement plastifié, je pense qu'on peut écrire avec un stylo effaçable. Ange le Bon. C'est donc le nom du personnage que nous allons jouer. Allez, je range tout ça pour l'instant. On verra en temps voulu. Aventure et chapitres. Alors, les illustrations, nous avons Laurent Mini, relecture Charlotte Bouillon, et donc l'éditeur de Architectura. On ne crée que pour guérir d'une angoisse, arrêter à main nue les cavales de l'apocalypse fonçant sur nous, pour tenir face à la mitraille du néant, pour ne pas se coucher de lassitude sur la terre meuble des conventions. On écrit, on compose, on peint. Une citation de Christian Bobin. À mes parents, à leur douleur d'enfant. On va prendre connaissance de la préface de l'auteur, Goldschmidt. Alors j'espère que je prononce bien son nom, si c'est pas le cas, j'en suis désolée. Alors, à travers la vitre en larmes se lamente la mer. À mort glaze, disent les Bretons, ou glaze, en fonction des terroirs. Un mot étrange, sans analogue évident dans la langue française, et qui à lui seul est censé renfermer toutes les nuances de couleurs dont les flots ici peuvent se parer. Un terme insaisissable pour désigner cette déesse vénérée, ondulant dans sa robe moirée, aux reflets changeants presque mystiques. Elle, qui se joue de nos sens, attire nos regards, l'aimante pour mieux nous éteindre définitivement dans ses bras d'ondine. Entre vert et bleu, entre ciel et terre, à la frontière mouvante qui sépare la vie de la mort, il n'y a qu'un trait, un fil fragile qu'une aile de cormoran pourrait trancher. On ne revient pas indemne de la mer, à condition toutefois de se libérer du carcan biaisé que façonnent les certitudes de l'âge adulte. Lorsqu'on s'aventure à la source, aux origines, il faut ôter le masque, considérer le monde, d'âme à âme, avec ses yeux d'enfant émerveillé. Peut-être comme au jour de notre naissance, surgit des eaux maternelles quand on découvre pour la première fois celle qui vient de nous donner la vie dans un cri. La mère, la mère. Deux homophones pour la même divinité. Alors, vous la verrez vraiment, vous la contemplerez, et rien ne sera plus comme avant. Le vieux kangou cabossé tangue, frêle, barque dans la tempête, malmené par les rafales dont l'écho sonore remplit l'habitacle des champs impérieux, émanant de quelques carnixes célestes. Sur le parking presque désert, le long de l'immeuble plage de Saint-Effland, j'hésite à sortir. La balade tranquille que j'avais prévue prend une singulière tournure. Je souris aussi. Le temps a changé en moins de 15 minutes. Les nuages ont braqué l'azur. Avec leurs bobines informes, dissimulées par un carré d'étoffe grise ou noire, trois brigands joufflus ont dérobé le soleil. Ils l'ont fourré dans un gros sac d'éther et s'enfuient désormais, lestés de leur larcin, à toute allure, sur leurs jambes de vapeur, vers l'est et ses promesses d'ailleurs. J'entrebâille la portière, le vent s'engouffre et me l'arrache des mains pour l'ouvrir en grand, sans ménagement, avant de me bénir de pluie. Allez, sors de là, semble-t-il me dire. Viens, je t'emporte sur mes bourrasques, tu vas voir. Je sais déjà que les vagues furieuses hurleront à mes oreilles et que le sable tourbillonnera en une sarabande infernale, giflant mon visage jusqu'à m'aveugler. L'estrande dressera des murs de poussière. Le ciel immense, tout droit sorti d'un tableau de Monet, formera une cathédrale évanescente au-dessus de mes cheveux ébouriffés. Viens, arpente ces étendues vierges que nul chemin ne balafre. Entre dans la danse tumultueuse du temps suspendu. Profite du concert des orgues célestes. Entends la neume avide de la marée montante. Perçois les flûtes aigrelettes des fous de bassin. Disparais dans ce nid d'orage. Dilue-toi dans la lueur grise qui guidera tes pas, éphémère échymose, qu'effacera le flot. Tu disparaîtras pour renaître aussitôt, t'abandonnant à un voyage perpétuel. Je ferai ainsi partie d'un rêve, et mon existence sera authentique.
Je serai tellement loin du monde puisque j'en serai au cœur. Il n'y a rien eu avant, il n'y aura rien après. Seul subsistera le souffle insaisissable de l'instant éphémère, invariablement renouvelé. Une harmonie subtile et intime émergera du chaos des éléments, aussi sereinement qu'une respiration profonde. La vie n'est qu'un spasme, une minute d'éternité, juste le temps d'une averse, le temps d'un songe, juste le temps d'aimer. Goldschmidt. Alors, vous voyez là, la qualité d'écriture est juste folle. Et on va avoir droit à ça pour tout notre jeu. On est vraiment plongé dans un roman. On va vraiment vivre quelque chose grâce à tout ça. On va découvrir le contexte. Les somnambules. Vous vous appelez Ange Lebon. Avec un blaze pareil, on aurait pu croire que le destin se serait montré plutôt clément avec vous. Au moins un minimum conciliant. Oui, mais voilà. Vous êtes né en 1893 à Logivry-Pougras, petite commune du Trégor, au pied d'une colline sauvage que coiffe la forêt de Beufou. Mais ceci n'est qu'un détail. Car il y a eu le 28 juin 1914, la mort d'un obscur archiduc, là-bas, à l'est, si loin de la parfaite insouciance que s'était alors emparé de Paris, quand un été radieux claironnait aux terrasses des cafés, que teintaient les verres d'absinthe et qu'un soleil resplendissant éclaboussait d'or les rues de la capitale. Un prétexte, une étincelle, tant le tonneau de poudre fiché dans les entrailles de l'Europe était déjà bien rempli, prêt à exploser. Les germes de la guerre n'attendaient qu'une pluie d'obus et de sang pour donner les fruits terribles de la destruction. L'engrenage mortel des alliances diplomatiques allait faire le reste. Vous ne connaissez pas encore tout à fait Ange Lebon. Ce qu'il fut, ce qu'il espérait, ce qu'il a affronté. Vous l'apprendrez entre les lignes, dans les lettres qu'il a laissées, au fil de confessions arrachées à la nuit et dans ces silences douloureux qui disent parfois plus que bien des mots. Ces écrits jalonneront comme autant de témoignages épistolaires le chapitre le plus traumatisant de son existence, la Première Guerre mondiale. Ange est un jeune breton, fils de marin pêcheur, loin de se douter de la situation réelle sur le front à la date de son incorporation en décembre 1914. Pourtant, c'est déjà l'hécatombe. Brillant élève, il obtient en 1911 son baccalauréat de l'enseignement secondaire et décide de poursuivre des études de littérature et de philosophie, contre l'avis de son père, qui le destinait à reprendre l'affaire familiale de chalutage, basée à Paimpol. La grande pêche fait vivre les marins du pays du goéland depuis des générations, même si dans le sillage des bateaux voguant vers l'Islande dès la fin de l'hiver, et pour de longs mois, la mort n'est jamais loin. L'Ankou guette, dans les effroyables tempêtes et les mers déchaînées, le moment propice pour abattre sa faux impitoyable. Tandis que dans son journal, Kafka écrit pour la journée du 2 août 1914 que l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, après-midi piscine, le conflit, lui, se généralise rapidement. Le basculement. Premier mois de l'engagement. L'Allemagne, s'appuyant sur le plan Schlieffen, lance une attaque majeure, au pas de charge, à travers la Belgique et la France pour contourner les armées françaises et encercler Paris. C'est une guerre de mouvement, que l'on escompte courte dans les états-majors, convaincus qu'elle sera jalonnée d'offensives décisives et assurément glorieuses. Le 20 août, Bruxelles est occupée. À partir du 22 août, c'est le commencement de la bataille des frontières. Dans un premier temps, la percée allemande semble inarrêtable et Paris est menacé début septembre. Cependant, les Français résistent à l'avancée des forces d'invasion lors de la bataille de la Marne en septembre 1914, stoppant l'inexorable déferlement et stabilisant le front. Vient alors l'époque des tranchées, une guerre de position, tandis que s'envolent les espoirs d'une victoire rapide. Le conflit va s'enliser, malgré d'épisodiques évolutions des lignes, à l'est comme à l'ouest. Telles d'épouvantables marées humaines, des vagues rouges de sang vont abandonner sans trêve, sur l'estran des champs de bataille, des monceaux de corps en échange de quelques pouces de terrain.
parcelle stérile et dérisoire que l'on cédera un peu plus tard à l'ennemi, dans un reflux tout aussi meurtrier. Ce début de conflit est surtout marqué par un basculement inouï dans la violence de masse, sans précédent connu. L'enfer comme norme. Les choix stratégiques, les tactiques obsolètes, l'obsession de l'offensive à tout prix, conjuguées à l'essor d'un arsenal technologique voué à détruire toujours plus efficacement, sont à l'origine des pertes effroyables entre 1914 et 1915. Retenons que pour la seule année de 1914, la France comptera 301 000 tués, soit une moyenne de plus de 60 000 morts par mois et plus de 2 000 par jour. Ceci est l'histoire d'Ange le Bon, et celle, peut-être, de toute une génération sacrifiée. On va maintenant prendre connaissance des règles du jeu. C'était déjà un moment assez intense niveau lecture, ça met tout de suite dans une ambiance lourde, quelque chose de prenant directement. Je ne sais pas pour vous, mais le texte est assez, oui, presque émouvant. Règle de base. Alors, munissez-vous dès à présent de la fiche personnage sur laquelle vont figurer toutes les informations nécessaires à la conduite de cette aventure. Donc, on va récupérer notre petite fiche et la voici. Il faudra sûrement que j'aille chercher un stylo ou quelque chose. On coupera au besoin et je reviendrai. Alors, 2 caractéristiques définissent principalement Ange. Le physique représente sa force vitale, sa condition physique, son endurance. Ok, je vais mettre ça là pour l'instant, comme ça vous voyez un peu en même temps. Le mental évoque sa force morale, sa résistance naturelle à la dépression, à la solitude, la fatigue, la peur. Donc on va avoir plein de choses qui vont entrer en compte. Ces caractéristiques vont évoluer au cours de l'histoire en fonction de vos choix et événements que vous allez vivre ou traverser. Chaque caractéristique est suivie à l'aide de 2 jetons. Un jeton vert indique le niveau maximum atteignable pour cette caractéristique. Un jeton bleu suit la valeur actuelle qui peut évoluer à la baisse ou être regagnée sans jamais dépasser le maximum fixé. Si l'une des 2 caractéristiques descend à 0, la partie prend immédiatement fin. Ange succombe physiquement ou psychiquement. Au matin du 12 décembre 1914, date de l'incorporation d'Ange le Bon dans l'armée française, celui-ci possède un score de 8 pour chacune des caractéristiques. Donc, les petits jetons dont on nous a parlé sont ici. Donc, on a le mental qu'on a et le mental qu'on peut atteindre, la valeur maximum. Idem pour le physique. Donc, la valeur qu'on a, la valeur maximum. On va déjà dépuncher ces petits jetons-là parce qu'on en aura besoin rapidement. Et on nous dit qu'on commence sur une valeur de 8. Enfin, pas qu'on commence sur une valeur de 8, mais que le jour où Ange le Bon a été enrôlé, il était à 8 sur chacune des caractéristiques. Je pense que c'est donc le vert, mais on va vérifier ça plus tard. Attributs et afflictions. Les attributs, capacités spéciales, et les afflictions, blessures, troubles et faiblesses, sont représentés par des mini-cartes à placer directement sur la fiche de personnage dans les zones prévues à cet effet. Ils vous octroient des bonus ou des malus dans vos 2 caractéristiques. Dès le départ, vous devez choisir un attribut pour personnaliser votre personnage. Celui-ci apporte un bonus permanent à l'une des 2 caractéristiques. Alors, nous avons Gaillard, plus 2 en physique. Doté d'une constitution solide, Ange est réputé dur au mal, robuste et vigoureux. Impassible, plus 2 en mental. Ange ne se laisse que rarement impressionner, ce qui l'amène à paraître parfois taiseux aux yeux des autres. À l'aide des jetons verts, indiquez sur les jauges vos scores en physique et mental. Un jeton bleu est ensuite utilisé pour indiquer le score actuel qui peut fluctuer à la baisse ou à la hausse au cours d'une partie.
Important. Lorsque Ange récupère des points de physique ou de mental via du repos, un soin ou un objet, il ne peut jamais dépasser le maximum indiqué par le jeton vert. Exemple de gestion des caractéristiques. Vous choisissez l'attribut gaillard. Ange commence donc avec 10 en physique, 8 de base plus 2 et 8 en mental. Vous placez un jeton vert sur le 10 de l'échelle physique et un autre sur le 8 de l'échelle mentale. Les jetons bleus sont alors posés sur ces mêmes cases pour indiquer les valeurs actuelles. À la suite d'une mauvaise chute, Ange souffre d'une coupure qui lui occasionne une perte de 2 points de physique. Le jeton bleu descend alors de 10 à 8. Le jeton vert, lui, reste sur le 10. Ange parvient à confectionner un pansement de fortune et après une bonne nuit de repos peut récupérer jusqu'à 3 points de physique. Mais comme le maximum est fixé à 10, il ne pourra dépasser ce score. Le jeton bleu remonte à 10. Les afflictions ou attributs que vous obtiendrez au fil des événements relatés dans les mémoires de guerre feront évoluer les plafonds. Gardez chaque carte obtenue durant les mémoires de guerre et faites le calcul final pour obtenir vos scores en mental et physique. Commencez maintenant l'histoire d'Ange le Bon en vous rendant au document 1 de ses mémoires de guerre et écrivez sa destinée par vos propres choix. Ça y est, c'est déjà le début de l'aventure. Alors, on va déjà statuer, est-ce qu'on prend plus 2 en physique ou est-ce qu'on prend plus 2 en mental? Et personnellement, j'aurais tendance à blinder mon mental. Parce qu'apparemment, ce qui va nous arriver, là, ça n'a pas l'air... Enfin voilà, il faudra certainement avoir une petite résistance mentale. Donc, je vais mettre 10 en mental. Donc le jeton vert, mon jeton maximum. Et je vais garder 8 en physique. On descendra donc et on remontera le jeton bleu au fil de la partie en fonction de ce qu'il va nous arriver. Alors, l'histoire d'Ange le Bon, document 1 de ses mémoires de guerre. Ok, le document 1. Le voici. J'aime beaucoup le toucher avec le papier, très sympa. Mémoire de guerre, Ange le Bon, document 1, lettre du 12 décembre 1914 à Rennes. Chers parents, chères sœurs, il régnait un froid glacial, mordant et inquisiteur quand nous avons débarqué du train. J'aurais sans doute dû attendre les beaux jours pour être incorporée dans l'armée. J'appartiens à la classe 15 et une extraordinaire effervescence s'est emparée de la caserne. Vous verriez ça, une véritable fourmilière. Que des conscrits comme moi. C'est un peu la cohue, mais l'ambiance est joyeuse. L'afflux de bonnes âmes a pris tout le monde de court, surtout les gradés. Je n'ai pas encore reçu mon uniforme, seulement un pantalon treillis et un calot. J'ai réussi à chipper le dernier. Les instructeurs sont à peine plus âgés que nous. On nous enseigne les rudiments, surtout la discipline et le garde à vous. Il y a aussi des corvées. Ça, c'est moins drôle, mais je suppose que c'est nécessaire. J'espère que tout cela me servira quand nous y serons vraiment. À la guerre, je veux dire. Mais la rumeur court qu'on n'aura même pas à tirer un seul coup de feu. Que les Boches seront battus avant qu'on ait terminé notre formation militaire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Votre dévoué Ange le Bon. Ange poursuit son instruction avec sérieux et enthousiasme. Lisez le document 2. Ou alors, Ange exploite au mieux le désordre ambiant pour faire valoir son droit à l'insoumission. Je trouve que son ton était plutôt engagé, on va dire, dans les missions qui lui étaient confiées, même si les rudiments pour l'instant se limitent à la discipline et au garde à vous. L'ambiance a l'air plutôt cool. Pour l'instant, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Moi, je vais partir sur le document 2. Donc, Ange poursuit son instruction avec sérieux et enthousiasme. Document 2. Lettre du 20 juin 1915. Rennes. Chers parents, je rédige cette lettre à la hâte, sur le quai. Le 47e régiment d'infanterie de Saint-Malo est sur le départ. J'ai été nommé soldat de première classe et je commande désormais une escouade de 25 hommes.
Pour l'instant, ce que l'on attend de nous, c'est que chacun fasse honneur au pays en respectant la tenue. Les crosses des fusils doivent briller, rien ne doit dépasser des pactages, et surtout, pas question qu'un officier ne remarque un bouton à l'envers sur nos beaux uniformes bleu horizon. Nous avons fière allure, et la bonne humeur est de mise, mais peut-être n'est-ce qu'une façade. Le train arrive au moment où j'écris ces mots. La locomotive crache une affreuse fumée noire qui monte en un immense panache et obscurcit le ciel comme un vol de corbeaux. Cette fois, on part au front. Je vous embrasse, Ange. PS. Vous me manquez ainsi que Marie. La Bretagne aussi me manque. Et la mer. Ange acquiert l'attribut conscrit. Et on pourra lire le document 4. Alors, moi j'avais pas trier les cartes avant. Donc là, on a les afflictions. Là, on a les attributs conscrits. Le voici. Je vais juste trier les cartes. Les attributs sont là. Ici, on a les objets. Ici, on a du coup tous les secrets. Alors, la carte attribut conscrit. Simple recrue, mais déjà prêt à tenir la ligne. Physique plus 1. Normalement, là, on ne va pas pouvoir dépasser notre 8. On doit maintenant lire le document numéro 4. Lettre du 1er juillet 1915. Amiens. Papa, maman, ma chère sœur Marie. J'ai été affectée à un bataillon de marche. Notre rôle est de consolider les endroits menacés sur la ligne de feu. Tout le barda que l'on trimballe sur le dos pèse une tonne. Le linge, les chaussures de rechange, les 200 cartouches, les 6 grenades, les outils, sans oublier la musette avec la gamelle, les vivres, le litron de pinard. De vrais mulets que nous sommes. Yves Le Bihan, de Plégamoisan, que j'ai retrouvé ici, affirme qu'il y en a pour 40 kilos. Et quand enfin on s'arrête de marcher, il faut dresser le campement, creuser des feuillets, garnir les paillasses. Pas le temps de lambiner, vous pouvez me croire. Quand ça devient dur, je pense à vous et j'essaye de me montrer à la hauteur de votre courage. Ange. PS, je dois quand même avouer que le caporal se comporte comme... Si Ange se révolte contre l'autoritarisme sadique de son supérieur, lisez le document 5. S'il enterre sa colère en même temps que sa fierté, lisez le document 6. Bien, nous, on est parti sur un profil de Ange qui a une résistance mentale particulière et je pense qu'il peut passer outre. On va donc passer au document 6. Journal d'Ange Lebon, 6 juillet 1915. J'ignore pourquoi certains hommes semblent porter en eux une haine, comme si elle seule pouvait donner sens à leurs actes les plus vils. Nous avons pourtant un ennemi commun, bien identifié là-bas, où rugissent les gueules de feu dans ces champs ravagés. On aurait pu croire que la lutte imposerait instinctivement l'épiphanie d'une concorde entre nous autres, promis au même sort. Mais non. Ce caporal, avec son regard ignoble et ses traits de soudard, se délecte de notre malheur, ajoutant à la tragédie de la guerre une couche d'infamie supplémentaire. Nous subissons, 2 de mes camarades du Finistère et moi, toutes ces persécutions, sans broncher. C'est comme s'il avait jeté son dévolu sur nous, avec un acharnement qui frôle la démence pour tester notre résistance, nous pousser à la faute. Il n'attend sûrement que ça, pour que la punition soit plus cruelle encore. Est-ce la fatigue, le courage de mes compagnons, leur amitié qui me permet de tenir coûte que coûte? Je l'ignore. Quand arrive la nuit et les idées noires, je soupçonne plutôt une forme de lâcheté, ou au mieux une servilité humiliante. Quoi qu'il en soit, il ne nous brisera pas. Viendra pour lui, plutôt qu'il ne croit, le retour de bâton.
car s'il est condamné à marcher sans trêve comme nous autres, il devra, lui aussi, braver le feu ennemi. On verra bien alors si les balles des Boches ont peur de lui. On doit lire maintenant le document numéro 7. Lettre du 23 juillet 1915. Neuville-Saint-Vaast. Chers parents, il fait terriblement chaud. Hier, après une marche de nuit, un peu avant l'aurore, nous avons aperçu la ligne de front pour la première fois. Ça bardait, le ciel était rouge, tout incendié, embrasé de fusées et d'obus. Le vacarme des explosions emplissait l'air, un orage de fer. Le tonnerre de l'apocalypse. La terre n'en finissait pas de vibrer. Avec les copains, on n'a rien dit. On ne pouvait pas. Mais tout le monde pensait la même chose. Des types là-bas se battaient, au milieu de ce déluge de feu. On s'est demandé comment c'était possible, tellement ça paraissait irréel. Finalement, marcher ce n'était rien, ou pas grand-chose. Ça voulait surtout dire qu'on était toujours en vie. Aboué poignon, échaler en emdenan. Ange. Ange participe à une mission de reconnaissance. Lisez le document 8. Ange reste caserné dans l'attente d'une offensive. Lisez le document 9. Allez, on va partir en reconnaissance. Lettre du lieutenant Frémont à sa hiérarchie. De lieutenant Paul Frémont, 47e régiment d'infanterie, à Monsieur le commandant. Monsieur le commandant, j'ai l'honneur de vous rendre compte de la mission de reconnaissance menée dans le secteur de Chaulnes dans la nuit du 15 août 1915 sous la direction du sergent Yves Pastol. Malgré les pluies abondantes et l'état difficile du terrain, l'escouade a progressé sans incident majeur jusqu'aux abords des positions ennemies. Aucun accrochage n'a été signalé, nos hommes ayant fait preuve de la plus grande vigilance pour éviter toute patrouille allemande. Au cours de cette opération, l'escouade a découvert un chien errant porteur d'un message dissimulé dans son collier. Le soldat Lebon s'en est saisi et a confié le document rédigé en allemand au service compétent. Les premiers indices laissent à penser qu'il pourrait s'agir d'informations relatives à des mouvements de troupes à proximité de nos lignes. Grâce aux observations réalisées et à cet élément inattendu, nous disposons désormais de données supplémentaires sur l'activité ennemie dans ce secteur. L'équipe est rentrée saine et sauve, et je tiens à souligner la conduite exemplaire des hommes face à cette situation inhabituelle. Je suis prêt à fournir tout éclaircissement nécessaire. Veuillez agréer, monsieur le commandant, l'assurance de mon profond respect. Lieutenant Paul Frémont, 47e régiment d'infanterie. Ange acquiert l'attribut sang-froid. Et nous devons désormais lire le document numéro 10. Lettre du 15 septembre 1915, Colline de l'Artois. Chers tous, je viens d'être affecté à une unité combattante, le jour de mon anniversaire. Sacré cadeau. Un labyrinthe de tranchées sillonne comme autant de cicatrices boursouflées la terre argileuse du plateau d'Artois. On s'y perd souvent. Ici, c'est le règne des fils barbelés. Parfois, on reconnaît le grondement de gros obus qui passent bien au-dessus de nos têtes pour aller s'écraser je ne sais où sur je ne sais qui. Au crépuscule, on est arrivé au milieu des ruines d'un village qui n'a plus de nom. On dirait un cimetière. Un amoncellement de pierres noircies par les flammes. L'escouade est massée dans une cave. J'écris à la lueur d'une bougie, mais la fatigue me gagne. La nuit est traversée du claquement sec des fusils, des tirs de mitrailleuses, du chuintement des fusants. Le feu de l'artillerie bourdonne à nos oreilles comme un avertissement. La mélopée entêtante de sinistres sirènes qui veulent nous entraîner dans l'abîme. Les sapes russes ont été creusées. L'offensive est imminente. L'ennemi est là, tout proche. On devine leur ligne derrière les parapets. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Que Dieu me donne la force. Ange. Nous passons au document 11.
Journal d'Ange Lebon, 2 octobre 1915. Il faut que j'écrive pour ne pas devenir fou. Enfin, essayez. Je reviens de l'enfer. Le diable m'a pris par la main en ricanant. En avant, on braillait les sergents. Ça a commencé comme ça, le 25 septembre. Il devait être 18h30. Les gars et moi, on a jailli de la cagna, sans trop savoir ce qu'on faisait là. On s'est rué dans une nuit en fusion pleine de bruit et de fureur. À peine sortis de notre trou, une salve nous accueillit comme des fleurs. Des chrysanthèmes, hein, pas des roses. Des fleurs pour les marbres des cimetières. La rafale a balayé les rangs. Les balles de 7,92, grandes comme le pouce, sont rentrées dans les chairs aussi facilement qu'un couteau dans du beurre, littéralement. Nous faisions connaissance avec les machines Gewehr 08 et leurs champs mortuaires. Elles ont coupé dans le gras, sans hésiter, cisaillant les jambes, éventrant les soldats qui vomissaient leurs entrailles par des plaies béantes. Pourtant, on ne s'est pas arrêté. Ma douée Benninger, on a continué à courir. J'ai dépassé Yves Le Bihan, son cadavre, je veux dire. Je l'ai reconnu, à ses cheveux roux, car son visage, c'était plus qu'un trou sanglant. J'aurais pu y passer la main. Les obus se sont mis à pleuvoir partout autour de nous. Les maisons titubantes du village où on s'était cloîtré retombaient en poussière. Obus à mitraille, obus explosifs, obus à balles, à fragmentation, obus à gaz, obus traçants, obus de 77, 255. Sans blague, il nous sortait toute la quincaillerie du catalogue. Des coups de tonnerre et des déflagrations monstrueuses retentissaient dans les ténèbres en rugissant. La terre était performée de cratères fumants, tandis que les corps, eux, éclataient, s'éparpillaient en lambeaux écœurants. Chaque atome de matière tremblait, l'air nous écrasait, irrespirable. Mon âme chavira de désespoir. On courait toujours, droit devant, comme des brutes, en proie à une panique indicible qui nous bottait les fesses. Nous n'étions déjà plus des gens de guerre, mais des ombres indistinctes, des silhouettes au visage hagard, décomposées, avalées par le vacarme du monde en flammes. Tout en moi me conjurait de fuir ce théâtre de mort, mais il me fallait étouffer les suppliques de la raison. Comme la raison, elle, étouffait les gémissements de mes frères qui agonisaient, seuls, dans le noir, hurlant de douleur. Je les entends encore, ça me hante, chaque jour. Des cris d'enfants qui beuglent pour que leur mère vienne à leur secours. Je me rappelle à présent celles que je ne voyais pas alors ou que je feignais d'ignorer. Toutes ces femmes, ces âmes meurtries, effacées par une pudeur virginale, déjà résignées, les mains crispées sur les plis de leur robe du dimanche qu'on met aux obsèques. Elles regardaient, alarmées mais silencieuses, sur le quai de la gare, leurs fils insouciants montés dans les wagons en pavoisant, refusant parfois le tendre baiser. S'ils avaient réalisé tous ces fous que ce serait le dernier. Pas question qu'on se laisse faire, tu vas voir les boches de la trogne qu'ils vont faire. T'inquiète pas, maman, on sera revenu pour les vendanges ou pour faucher les champs, peut-être même à temps pour la moisson. Elles savaient, ces admirables augures, que c'était un mensonge, que c'étaient leurs enfants qu'on allait vendanger. Elles avaient déjà tout compris, tout deviné. Elles le sentaient, dans leur chair, dans leur cœur déchiré. Ces pauvresses connaissaient toute la fugacité d'une vie et de la folie des hommes. C'est pour cela que des larmes coulaient sur les joues roses quand les trains s'ébranlaient. Et nous tous, des marionnettes, des somnambules. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que courir et obéir? Donne-t-on le choix à la bête que l'on mène à l'abattoir? C'était cela, oui. Nous étions des troupeaux dupés que l'on conduisait à l'écorcherie. Lorsqu'un gros fusan a fouillé les ténèbres qui nous enveloppaient d'effroi, j'ai imité mes compagnons d'infortune. Je me suis jetée face contre terre, face contre bout. Je me suis recroquevillée comme j'ai pu, terrorisée, abasourdie. Tragiquement, on baissait la tête, dans l'espoir de ne pas attirer l'œil de la faucheuse, qui, à force de moissonner dans ces champs de ruines, devait avoir sacrément mal au bras. Le silence est revenu, pas celui de la paix, non. Celui poisseux de l'attente, le genre de silence qui précède la noyade.
J'arrête là. Le capitaine veut qu'on remonte à l'assaut. Lui et son maudit sifflet. Son regard enflammé. Je le hais. Ange souffre de l'affliction obusité. Ange continue de consigner ses réflexions dans son journal. On peut lire le document 12. Ou alors il peut décider de relater l'horreur de la guerre à ses parents et on peut lire le document 13. Alors on va déjà prendre notre affliction. C'est peut-être obusite en fait, je sais pas. Obusite, il n'y a pas d'accent. Est-ce que c'est parce que c'est une majuscule ou pas? Je ne sais pas. Mental -5. Les détonations hantent vos nuits et vos jours. Alors, est-ce qu'il faut que je le consigne tout de suite? Je vais le mettre. On verra bien après dans les instructions suivantes. Alors du coup, je vais continuer de consigner dans mon journal. On va passer au document numéro 12. Journal d'Ange Lebon, 11 novembre 1915. Je revois le soldat de première classe Bourigeaud. Il se tient devant moi, halluciné, mais on dirait un spectre. Sa voix blanche, aux intonations traînantes, trahit son origine vosgienne. « C'est l'enfer sur terre », me dit-il dans un souffle. Ses mains tremblantes aux doigts maigres ressemblent à des araignées diaphanes, tandis qu'elle triture nerveusement le revers de son nouvel uniforme bleu horizon. Les tranchées, la plaine crevée par les ruines d'obus constellées de cadavres, les corps en charpie, les rivières de sang, les cris indescriptibles des moribonds. Il a raison. L'enfer, rien de plus. Inutile de préciser, sur terre, comme s'il existait un autre royaume de flammes fantasmagoriques quelque part sous nos pieds, dans les profondeurs insondables. Non, l'enfer est bel et bien là, tangible, palpable, respirable. Nous nous sommes approchés du seuil, avons franchi la porte, puis refermé soigneusement derrière nous. Nous y habitons désormais. Nous ne le reconnaissons simplement plus à force de le côtoyer. C'est comme si, dans un réflexe instinctif autant que salvateur, notre conscience était devenue étanche à la pulsation du monde, à toute cette horreur. Une armure pour nous préserver de la démence. Pour combien de temps encore? J'en étais là de mes réflexions lorsque, malgré moi, j'ai souri. Car si l'enfer étale ses champs semés de morts à perte de vue, alors le paradis ne peut être bien loin. Mais il se dissout dans l'ombre de notre cécité choisie, trop absorbée à projeter, espérer, planifier, redouter, et pourtant tout est là. Dans l'envol d'une nuée d'oiseaux au-dessus des monts d'Arrée, dans le bruissement des grands arbres de la forêt de Welgoth, dans le souffle lent de la mer que caressent les cormorans du bout de leurs ailes. Tout est là, mais nous cherchons ailleurs. Enfer et paradis sont intimement enchevêtrés. Tout dépend peut-être de l'endroit d'où l'on regarde. Mais la digue est mince qui nous sépare des ténèbres abyssales où l'on pourrait sombrer. La frontière s'estompe. Le chemin de crête n'est plus qu'une arête tranchante, un fil de funambule duquel il est aisé de glisser. Les coups de sang, de colère, ces éclairs de folie disent que notre vie est contre nature. Une essentialisation temporaire mais délétère. Nous sommes des égarés dans un désert brûlant et nos esprits tourmentés font jaillir parmi les dunes des mirages auxquels nous donnons crédit, alors qu'ils nous conduisent vers l'aliénation. Nous devons nous défausser de l'affliction obusite et on la remplace par l'affliction perturbée. Alors, nous perdons cette vilaine carte -5 et on doit récupérer perturbé. Ça doit être de l'autre côté. Donc on va s'en tenir à 1 -2. Toujours chancelant, vous serrez les dents. Donc -2, mais j'ai un sang-froid qui me donne un +1. Donc on est à -1 simplement pour l'instant. Et nous devons lire le document 14.
Journal d'Ange Lebon. Le 24 novembre 1915. La terre s'est mise à trembler et la nuit s'est embrasée, pleine de fureur. Le feu de l'artillerie. Une lumière grise blafarde perçait les ténèbres par à coups, comme autant de morsures dans l'obscurité. Le bombardement n'en finissait pas, d'une intensité folle qui jouait de nos nerfs à fleur de peau. L'angoisse nous étreignait avec des serres de rapaces, écrasant nos poitrines jusqu'à nous étouffer. L'air était irrespirable, saturé de poudre et de peur. Les obus pleuvaient sans interruption l'un après l'autre, comme si la nuit elle-même allait se fendre en deux. Des hurlements de mort jaillissaient de partout, mêlés au fracas des explosions. Certains criaient à s'en arracher la gorge, d'autres ne criaient plus. On distinguait à peine les silhouettes dans cette fournaise, des corps affolés rampant dans la boue, tâtonnant à l'aveugle, recroquevillés sous la mitraille, priant pour une trêve qui ne venait jamais. Et moi, je me tenais là, au fond d'un trou d'obus, mes mains serrées sur le fusil, comme un naufragé s'agrippe à un bout de bois, à attendre, à espérer que ça cesse, et à me demander si ce n'était pas moi, cette fois, que la terre allait engloutir. Ange tente de prendre du recul sur sa situation, se basant sur sa connaissance de la philosophie. On lira le document 15. S'il rapporte dans son journal la réalité de son quotidien, on lit le document 16. On va continuer fluff sur le profil de notre personnage et nous rendre au numéro 15. On va utiliser nos connaissances en philosophie. Journal d'Ange Lebon, 6 février 1916. Platon disait qu'il y avait 3 sortes de gens, les vivants, les morts et ceux qui sont en mer. C'était peut-être vrai avant tout cela. Désormais, il semble nécessaire d'ajouter une 4e catégorie, ceux qui clopinent sur cet étrange chemin d'aliénation hors du monde. Un chaudron bouillant où l'on nous a jetés crus et vifs. Toute une génération catapultée dans une guerre ignoble. Que sommes-nous devenus ? Nous errons sur un autre plan, sans identité, mais dans la fraternité. Paradoxalement, l'angoisse de la mort omniprésente, imminente, sublime le moindre moment de répit. Nous vivons intensément les heures arrachées au chaos dans les baraquements, où un cigare, un peu de lard, une tartine de beurre se métamorphosent en trésor inestimable. Cette conscience aiguë de la fugacité de l'existence rend chaque instant volé aussi lumineux qu'un soleil d'été. Nous dévorons tout, comme si c'était la dernière fois, dernière patrouille, dernier assaut, dernière cuillère de soupe, dernière partie de cartes, dernier regard vers l'horizon, dernier soupir. C'est triste et troublant. Et cette frontière avec la mort sur ce chemin d'ombre, tout paraît simple, absolu. Plus d'artifice, plus de faux semblants, plus de masques. Une forme d'épure œcuménique que chacun ressent éminemment, sans avoir besoin de mots. Une vie primitive, instinctive, débarrassée du superflu, du matériel, des convenances. De tout ce décorum qui n'a qu'un but, diviser les hommes, les classer, et surtout permettre à ceux qui possèdent tout de posséder davantage. Discours, lois, décrets, hiérarchie, une débauche d'énergie vouée à maintenir cette division, à garantir contrôle et asservissement. La guerre nous a réunis en nous dépouillant de nos identités, de nos croyances. Elle nous a ratatinés, mélangés, érodés, jusqu'à ce que nous ne formions plus qu'une seule masse compacte et anonyme. Un organisme protéiforme, balbutiant, prédateur et sauvage, composé de cellules indéfectiblement liées, se mouvant ensemble. Une créature née du chaos, poussée par un instinct primordial, indéfinissable. Si Ange souffle de l'affliction obusite, remplacez-la par l'affliction perturbée. S'il était touché par affliction perturbée, défaussez-vous-en. Eh bien, c'est parfait. On perd le -2. On va du coup pouvoir revenir à un mental de 10. Nous devons maintenant lire le document 17. Je revérifie. Oui, c'est ça, c'est le 17. Lettre du 3 juin 1916, Arras. Chers parents, ma chère sœur,
Nous avons été relevés du front depuis quelques jours. Je ne saurais dire exactement combien. Je vous écris depuis un casernement pour recrues à l'arrière. La nourriture est bonne et je peux enfin souffler un peu. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté car je crois que mon dernier courrier remonte à plusieurs semaines. C'est dur, mais on tient le coup, les camarades et moi. Pardon pour cette prose sans âme, les mots viennent difficilement, les réflexions s'en mêlent. Ma tête est pleine du vacarme de l'artillerie. On se prépare, avec tout le bataillon, à marcher vers le sud, jusqu'à une ville nommée Péronne. Il semblerait que quelque chose se trame. J'ose à peine croire que cette fois, ce sera la fin de tout cela. Je pense à vous, Ange. Si Ange possède l'attribut soldat, on vérifie, non. Dans le cas contraire, lisez le document 18. Eh bien, c'est parti. Lettre du 4 août 1916, Hôtel-Dieu d'Amiens, hôpital mixte. Chers tous, vous avez sans doute déjà reçu le courrier transmis par le SPA. Je suis terriblement désolée de vous avoir causé tant de soucis, mais je n'ai pas pu écrire plus tôt. J'ai passé 15 jours alité, fiévreux, à délirer. Même coucher ces quelques lignes me demande encore un effort tant je reste faible. Je m'excuse pour la brièveté de cette lettre. Je vais bien, autant que possible. Les infirmières sont des anges pour nous. Ma jambe me fait souffrir, mais la morphine aide beaucoup. Les éclats de la grenade ont atteint les tendons. Le médecin dit que je remarcherai, mais que je boiterai probablement un peu. Ne vous en faites plus pour moi, tout ira pour le mieux. Ange. PS. Dès que j'aurai recouvré des forces, je devrais suivre une période de rééducation avant qu'une décision ne soit prise quant à mon retour éventuel au front. Ange souffre de l'affliction jambes raides. Jambes raides. Physique, -1. Mais comme on a conscrit +1 qu'on n'a pas encore perdu, pour l'instant, on reste sur notre valeur de 8. Et on doit lire le document numéro 20. Lettre du 14 septembre 1916, caserne de Jean d'Amiens. Ma chère maman, ma tendre Marie. On m'a apporté la lettre. J'ai tout de suite compris à la tête du vaguemestre que ce n'était pas une bonne nouvelle. Alors comme ça, papa s'en est allé. La mer l'a pris. Elle a coulé sa bisquine et emporté tous les gars du bord. J'arrive pas à y croire. Il me répétait pourtant que le Calandre-Mort était un bateau insubmersible chaque fois qu'il partait au large. J'aurais aimé lui dire toutes ces choses qu'on garde pour soi, qu'on remet à plus tard en étant persuadé qu'on aura le temps, que ce n'est pas si important, que c'est forcément futile puisque ça peut attendre un peu. Mais je réalise désormais que c'est cela le plus important et qu'il ne faut jamais remettre à demain. Les mots d'amour, les mots fragiles, les mots secrets que l'on croit insignifiants sont finalement ceux-là qu'on devrait prononcer, déclamer, crier avec toute la sincérité de notre âme, uniquement cela, sans jamais attendre davantage. Maintenant, il faut les avouer quand on peut. J'irai lui clamer que je l'aimais, au père, à la pointe de Crozon. Je lui dirai où qu'il se trouve, et les vents portera mes paroles si elles n'ont pas assez de force pour gagner le large et les cieux. J'espère que la messe a bien été dite pour lui et ses matelots. C'était un bon père, même s'il ne causait pas beaucoup. Le meilleur pêcheur de harengs de l'Atlantique Nord, ça, c'est certain. Je suis avec vous par la pensée et le cœur. La mer est une voleuse. Anne Amzer Adro, Anne Ankou Asco. Ange. Si Ange souffre de l'affliction jambes raides, lisez le document 21. Tout à fait. Lettre du 13 novembre 1916, caserne de Nevers. Ma chère maman, ma tendre Marie, c'est le temps des réaffectations pour moi, à croire que la guerre ne finira jamais. Avec ma jambe raide, l'évaluation médicale a confirmé que je ne retournerai pas au front, du moins pas pour l'instant. Et si j'y retourne vu ma blessure, ce sera en tant que brancardier, je suppose. Mon niveau d'instruction et ma qualification de technicien spécialisé m'ont valu une place dans un centre de réparation et d'entretien du matériel militaire à Bourges. Des camions surtout. Renault AGR et AH et des berliers.
J'ai un peu l'impression d'abandonner les gars au feu, ceux qui en bavent. Tout le monde parle de Verdun, où les boches ont mis le paquet. Je pense à mes copains, comme je pense à vous. Je vous embrasse. Ange. Alors, Ange acquiert l'attribut mécano et on pourra lire le document numéro 23. Alors, l'attribut mécano. On va le poser. Ah, je vais le mettre là pour que vous puissiez le voir. On va le poser à droite, tiens. Voilà. Et on passe au document 23. Je vous ai pas montré la carte d'ailleurs. Oups. Entre vos mains, les choses inertes reprennent vie. Document 23. Une lettre du 15 mars 1917, ministère de la Guerre. Donc, Bureau des affectations militaires, 7 rue Saint-Dominique, à Paris, dans le 7e arrondissement. Caporal Lebon. Par la présente, vous êtes informé de votre réaffectation au sein de la 162e division d'infanterie, en vue des opérations planifiées sur le front. Vous rejoindrez le bataillon placé sous les ordres du capitaine Jean d'Artemont. Votre nouvelle affectation prendra effet le 25 mars 1917. Vous recevrez des instructions complémentaires à votre arrivée. Vous êtes attendu à 8 heures précises au point de rassemblement indiqué dans votre ordre de mission. Pour toute question, vous pouvez contacter le Bureau des affectations militaires. Nous vous rappelons l'importance de votre engagement dans le cadre de l'effort national. Courage et honneur. Colonel Émile Moisson, chef du Bureau des affectations, ministère de la Guerre. Si Ange possède l'attribut vétéran ou soldat, eh bien non, nous n'avons pas ça. Dans le cas contraire, lisez le document numéro 25 si vous choisissez qu'Ange devienne brancardier, ou le document 26 si vous préférez qu'il soit chargé du ravitaillement. On va rester sur le brancardier comme il l'avait lui-même proposé. Donc, le document numéro 25. Alors, courrier du 3 octobre 1917. Ordre de l'infanterie divisionnaire. Extrait. Le colonel commandant la 162e division cite à l'ordre de l'infanterie les militaires dont les noms suivent. Lebon Ange, soldat, numéro matricule 6.412 de la 11e compagnie du 127e régiment d'infanterie. En campagne depuis le 1er juillet 1915, a toujours montré beaucoup de courage et de sang-froid, notamment dans son service particulier de brancardier. C'est particulièrement distingué en avril 1917 à Craonne, au cours d'un violent bombardement par torpille, en allant relever sous le feu de l'ennemi 2 hommes grièvement blessés. Le colonel Girard, commandant l'infanterie de la 162e division. Nous pouvons augmenter notre mental de 2 et lire désormais le document 27. Bon, on a le mental au taquet pour l'instant. Nous avons là un courrier du 3 octobre 2017. Ministère de la Guerre, service de la santé, hôpital militaire de Romorantin-Lanthenay. Ok. Madame Germaine Lebon, 6 rue du Quai, 22 500, Paimpol. Madame, par la présente, nous avons le regret de vous informer que votre fils, le soldat Ange Lebon, a été blessé le 23 octobre 1917 lors de l'offensive au fort de Malmaison. Il a été grièvement touché au cours d'une action particulièrement courageuse et son comportement au combat a été digne des plus grands éloges. Il est actuellement pris en charge par l'hôpital militaire de Romarin-Lanthenay où il reçoit les soins appropriés. Bien que son état soit sérieux, les médecins et l'ensemble du personnel médical s'efforcent de lui apporter les meilleurs soins possibles afin de favoriser son rétablissement. Nous comprenons que cette nouvelle vous cause une grande inquiétude et nous tenons à vous assurer que nous vous informerons de toute évolution significative de son état de santé. Nous vous prions de croire, Madame, en l'expression de nos sentiments respectueux et solidaires en ces moments difficiles. Pour le service de santé, colonel Guillaume Lantlois, responsable du service de santé, ministère de la Guerre.
Alors, nous pouvons choisir une des deux afflictions à la suite de cette grave blessure. Soit nous aurons des vertiges chroniques, présence d'un éclat d'obus dans le crâne causant des vertiges chroniques affectant l'équilibre. Ou des névralgies post-traumatiques, douleurs nerveuses engendrant des sensations de brûlure dans les membres. Euh, Qu'est-ce qu'on choisit? Vertige chronique. Ok. Ça peut nous jouer de sale tour, les névralgies aussi. Allez, on va partir sur les vertiges. Vertige chronique. Dans mes afflictions. Physique, -1. Mental, -2. Si Ange possède l'attribut conscrit, soldat ou vétéran, lisez le document 29. Nous avons l'attribut conscrit. Donc on va lire le document 29. Journal d'Ange Lebon, le 11 novembre 1918. En 4 années de guerre, je suis passé de l'enfance aux portes du purgatoire. Je suis un vieil homme de 24 ans désormais, fourbu d'avoir travaillé dans l'usine de la mort. Comme si j'étais entré dans un cercle de fées, entraîné par la musique sauvage et ensorcelé des esprits. J'avais avec tant d'autres rejoint la folle farandonne en y pensant m'y égarer le temps d'une danse. J'ai réalisé bien trop tard que j'y étais resté l'éternité. L'armistice, la paix, et ce goût amer dans la bouche. Où étaient passés mes souvenirs, ma jeunesse, il n'en subsistait rien, balayé par le premier bombardement qui avait tout pulvérisé. Tout s'était dilué, moi qui n'avais presque rien vécu, on m'avait ôté jusqu'à ce maigre héritage. Mes racines n'étaient pas assez vigoureuses pour empêcher le fleuve de la guerre, rouge de sang, de m'emporter vers des rivages inconnus. Aussi loin que je tentais de m'échapper, le reflux des souvenirs me ramenait dans les tranchées. J'avais l'impression d'être née il y a à peine 3 ans, comme si la vie d'avant n'avait duré qu'un instant noyé de ténèbres. Je n'étais plus qu'un être mu par l'instinct de survie, capable de donner la mort tel le pire des assassins. On nous avait forcés à tuer, pas pour le pays, mais pour ne pas être tués à notre tour. Le sentiment de trahison aussi. On nous avait menti, sur le devoir, la patrie, tous autant qu'ils sont. Nos aînés, les édiles locaux, les curés, les hommes politiques auréolés de prestige, engoncés dans leurs somptueux costumes. Ces nobles figures tutélaires qui créaient le socle de notre croyance et de notre fidélité en un idéal. Tous avaient menti. Sur l'enfer des combats, l'anéantissement de la vie, le broyage systématique des corps en amas informes, dépossédés de leur identité. De tout ça, ils s'étaient bien gardés d'en parler. Et pourtant, nous n'avons pas fui. Nous l'avons fait, ce fichu devoir. Mais pour cela, nous avons dû renoncer à la part d'innocence qui est l'apanage de la jeunesse. Nous avons dû nous transformer en bêtes de guerre et abandonner notre candeur étiolée dans les limbes de l'enfance. Oui, je parais encore jeune quand on me regarde, mais je ne connais de la vie que le désespoir, l'angoisse et la destruction. La profession la plus longue que j'ai exercée jusque-là a été de donner la mort, de tuer. Et après, maintenant que tout est fini, que vais-je devenir ? Nous lisons maintenant le document numéro 30. Et je bois juste une petite gorgée. Fin de la guerre. La guerre de 14-18 avec son cortège de malheurs, ses millions de morts et ses blessures indélébiles, a durablement marqué les soldats dans leur chair et dans leur conscience, mais également la mémoire des peuples. Ceux qui sont revenus de la Grande Guerre l'ont compris, parfois plus tard. La réalité du champ de bataille était plus crue, plus brutale que ce qu'ils avaient pu imaginer. Finalement plus simple aussi, plus prévisible, terriblement monstrueuse et dégoûtante. Le discours souvent martelé d'exaltation nationale, tellement nébuleux, sans autre fondement que l'endoctrinement,
s'effaçait rapidement dans l'horreur des tranchées. Ce drame avait débuté dans une illusion, un roman peuplé de héros invincibles, des hauts faits d'armes et de glorieuses victoires dans les derniers rayons d'un soleil couchant. Il se terminait comme on s'éveille d'un cauchemar accroché à la conscience et qui semble ne jamais vouloir lâcher prise. Si Ange souffre de l'affliction obusite ou perturbée, nous avons... Non, nous n'avons plus. Lisez le document 31. Dans le cas contraire, lisez le document 32. Lettre du 17 mai 1923. Lannion. Chère maman, ma petite Marie, les affaires maritimes, par l'intermédiaire de l'administration des ponts et chaussées, ont répondu favorablement à ma demande. Je ne retournerai pas sur les bateaux de pêche comme avant la guerre. Je ne suivrai pas les traces du père. Marin, ce n'est pas une vie. La mer est une voleuse et nous a déjà assez pris. Je deviendrai un gardien de phare. Avant cela, j'apprendrai le métier durant 6 mois sous la supervision d'un gars de Guilvinec, Arpaot Riaouankos, qui travaille au phare d'Eckmühl. La pointe Finistère. Pas tout à fait une île, pas tout à fait le continent. Mais c'est ma Bretagne, ça c'est certain. Direction Penmark donc. Le temps d'acquérir les bases solides, les techniques de signalisation surtout, afin de pouvoir faire face à l'imprévu quand je me retrouverai seule. Vous pensez sûrement que c'est un drôle de choix, mais au-delà de la solitude, ce que je recherche le plus ardemment, c'est le silence. Sur le front, il n'y en avait jamais, aucune trêve. Les jours et les nuits étaient déchirés par le fracas des armes, les hurlements des blessés qui agrippaient nos jambes de leurs mains lorsqu'on courait sur cette terre violentée. Le grondement sourd de la guerre, lui, s'accrochait à nos oreilles. Même dans les baraquements à l'arrière. J'ai besoin de ce pansement-là. Je me dis naïvement que ce trop-plein de fureur ne cessera que lorsque le tumulte et moi s'éteindra. À ce moment-là, je serai enfin en paix. Je vous embrasse et vous donnerai bientôt de mes nouvelles. Ange. Au terme de ce conflit mondial, à l'aide des cartes attributs et afflictions, faites le calcul de vos scores de mental et physique. Bon, on l'a tenu en même temps qu'on a récupéré les cartes, donc là, on est bien. Donc là, on a déjà passé tout ça pour déterminer le passé de notre personnage. Et il semblerait que là, on aille s'attaquer à la suite de l'histoire. Je fais une petite pause pour aller nourrir les chats. À tout de suite. Nous avons maintenant terminé de prendre connaissance de l'histoire de notre personnage, Ange le Bon, et l'aventure commence avec ce premier chapitre. Gardien de phare. Avec sa nomination au poste de gardien de phare, Ange, fils d'un marin-pêcheur costarmoricain, ouvre un nouveau chapitre de son existence, bien déterminé à affronter ses démons grâce à cette retraite solitaire qu'il espère expiatoire, voire rédemptrice. Le phare. On l'imagine être, pour son gardien, un refuge protecteur, un temple profane dédié à l'introspection, cerné par des vagues pénitentes qui se brisent sur son catafalque de pierre, murmurant de longues et plaintives oraisons. On l'espère aussi pour les autres, incarner un guide dans la nuit ou la tempête, un fil d'Ariane tissé de lumière, pour que les gens de mer ne se perdent pas dans le dédale mouvant des flots noirs. Tous ces marins errants au large hors du temps, presque hors du monde. Au-delà, tant que la flamme de la lanterne éclairera la nuit remplie de nos peurs et de nos doutes, l'espoir et la lutte continueront de gronder dans les cœurs hésitants, avec des accents de révolte. Vous avez été dépêché en hâte dans le Nord Finistère après avoir reçu un courrier de l'ingénieur ordinaire chargé du service des phares, en résidence à Quimper. Direction l'île du Corbeau et le feu de Beg Arvran. Construit en 1835, il fut parmi les premiers à être équipé des ingénieuses lentilles de Fresnel, contribuant ainsi à sécuriser le terrible rat des trépassés, dont le nom évocateur ne devait rien au hasard.
Remplacés au lendemain de la Grande Guerre par deux autres ouvrages plus modernes et électrifiés, l'un à l'ouest, l'autre à l'est de ce corridor liquide où rugissent des eaux tourbillonnantes, une importante panne sur celui du cap de la Chèvre a contraint la commission des phares et balises à le réactiver temporairement, le temps des réparations. Face au risque encouru par les pêcheurs et la marine marchande qui croise dans ces eaux scélérates, la décision a été prise en urgence après le naufrage d'un cotre, le 27 octobre 1923, qui a coûté la vie à ces 4 marins embarqués. Un approvisionnement sommaire en vivres et carburant a généreusement été livré le 8 novembre au phare de Beggarvran par un chaland irlandais qui, de retour au pays, croisait opportunément au large de l'île avec un surplus de ressources. La solidarité des marins de tout pays envers ces inlassables veilleurs de flots, véritables sentinelles des océans, n'était plus à démontrer. L'agent de la poste, porteur de la missive missionnant un gardien chevronné prévu initialement, a retrouvé le pauvre diable pendu à la poutre faîtière de sa maison de Loquemo, nommée symboliquement Carmore. Il n'avait pas laissé de message pour expliquer son geste. Ayant tout juste terminé votre formation à Penmark, non loin du raz des trépassés, sans femme ni enfant à charge, vous avez été appelé en toute hâte pour endosser, faute de mieux, le rôle de l'homme providentiel. La date d'embarquement a été avancée au 11 novembre 1923, jour de l'armistice, comme un mauvais tour du destin. Cependant, il vous a été bien précisé que vous ne resteriez pas seul longtemps. 2 à 3 jours, à veiller en solitaire, tout au plus. Passé ce délai, un second gardien chevronné, François Le Ternier, arrivera pour vous prêter main forte. Il convoiera avec lui tout le matériel requis qui permettra la remise en service de l'antique feu délaissé. Une cargaison importante de ravitaillement est en cours d'affrètement sur un gros remorqueur amarré à l'Orient, doté d'un puissant moteur diesel. Cet imposant navire est capable de franchir la passe redoutée, quelle que soit la marée. Pendant ce bref moment de solitude absolue, vous devrez réanimer le phare endormi, vérifier la lanterne et, si possible, la rallumer. On compte sur vous pour dresser un état des lieux circonstancié et transmettre les besoins de dernière minute. Une fois votre évaluation terminée, à l'ingénieur des phares. Vous pourrez le contacter grâce au poste téléphonique, seule innovation dont dispose l'édifice, installé en salle de veille, unique lien tangible avec le continent. Beg Arvran. Il se peut que la lumière qui éclaire notre univers s'éteigne et que nous soyons plongés dans une obscurité pareille à celle de cette nuit. Peut-être même quelque cataclysme, pire que la guerre, est-il déjà déclenché, et dans l'âme humaine, partout, les choses évoluent-elles de telle façon que tout ce qui doit être réglé le sera par le feu et par l'épée. Il se peut que cette réponse soit réellement arrivée. S'endormaraient les braises. C'est un bout de terre perdu, peut-être le bout du monde, une langue noire et triste hérissée d'herbes folles, cernée par les flots, sur laquelle on a dressé un phare. Une tour solitaire, rongée par le sel et battue par les déferlantes. Ces murs ont été cimentés avec le sang et la sueur de tous ceux qui se sont échinés là, au cours d'interminables journées harassantes, de l'aube livide au crépuscule plus dense que le plomb. On a depuis longtemps oublié leurs noms. Des corps, plus que des hommes, fouettés par le vent du large, la peau tannée comme du cuir épais, des silhouettes noueuses qui semblaient flotter hors du temps. Dans un souffle, ils murmuraient des prières pour tenir à distance la peur quand l'ombre gagnait les falaises menaçantes. Car la nuit, ici, est un autre monde. Une fois que les lampes à pétrole exhalent leur dernier soupir, on n'entend plus que le ressac, sourd, entêtant, qui s'en vient à cogner à la porte des vivants. La mer remplit l'espace comme les silences, attise les rêves ou les remords, puis lance à l'assaut ces armées liquides qui rugissent en s'échouant sur la grève. On dirait qu'elle veut tout engloutir, tout emporter dans un cycle immuable, sans fin. La mer est une voleuse. Vous avez écrit ces mots dans une lettre. Votre père le répétait souvent, tout en contemplant fixement l'horizon, là où dansaient les mouettes et couraient les 3 mâts. Pourtant, le phare veille, inlassablement. Sa lumière chaude balaie l'obscurité. C'est un cyclope resté debout sur son rocher, dominant les flots. Une pâle lueur, aussitôt avalée par les ténèbres, mais qui réapparaît sans relâche, comme une promesse jamais tout à fait fanée.
un maigre espoir pour tous ceux qui, en mer, le ventre noué, scrutent les flots agités et redoutent le naufrage. Ce ciel de plus que la France fit descendre pour guider les marins, selon la métaphore de Jules Michelet, évoquant la ligne de feu le long des côtes. On y est, monsieur. Vous émergez de vos pensées en massant votre nuque endolorie. Il faut dire que les nids de poules qui jalonnent le chemin chaotique où la Citroën 5 chevaux peine à progresser ne vous ont guère épargné depuis votre départ de Pont-l'Abbé. Le temps de rassembler vos idées, le véhicule s'immobilise face à l'océan, encore drapé d'un panache de sable ocre arraché aux dunes. Les portières claquent. On extirpe les 2 valises et la malle au fermoir de cuivre. Le chauffeur vous observe à la dérobée. L'homme au bajou flasque, coupe rosée, ne souhaite visiblement pas s'attarder. Il défroisse nerveusement la poche de son veston tout en se mordillant la lèvre inférieure. Sa moue crispée trahit à la fois un sentiment de compassion et un relent d'angoisse non feinte. Il semble n'espérer rien d'autre que votre assentiment pour fuir cet endroit qui l'effraie au-delà de toute rationalité. Vous décidez de lui épargner une attente inutile et le remercier pour la course, mettant fin ainsi à son apparent supplice. Il vous salue en retour et s'engouffre tel un ouragan dans l'habitacle du véhicule sans demander son reste, ni même un hypothétique pourboire. Le moteur, qu'il n'avait pas pris la peine d'arrêter, de peur peut-être qu'il ne redémarre jamais, pétarade et la traction noire s'éloigne dans un grondement sourd qui s'estompe, tandis qu'une traîne de poussière agonise dans son sillage. Le remorqueur ne tarde pas à jaillir de l'horizon, doublant la pointe Saint-Jean et fendant la houle. Une couronne de cormorans et de fous de bassin le sein de plumes Gwen Adu, et de cris fusant sur l'onde. La coque en acier du bateau scintille d'éclats fugaces sous les rayons d'un soleil en fuite, derrière un amoncellement de nuages menaçants. L'habile capitaine s'aligne contre l'embarcadère malgré une légère gîte sur tribord, l'obligeant à une délicate manœuvre. Sans un mot, un marin qui doit avoir votre âge surgit sur le pont avant et vous lance une amarre effilochée en guise d'ossière que vous enroulez autour d'un bolard de la jetée. La traversée jusqu'à l'île est courte, une parenthèse suspendue, la mer à peine formée. Le matelot se nomme Pierre. Il a les yeux aussi clairs que les eaux de l'Abervrac par une belle journée d'été. « T'as été au front ?» demande-t-il simplement en vous rejoignant au bastingage de proue. « Ouais, et toi ?»« Moi pareil. » Un long silence. Le clapot des vagues contre la carène, le tressautement du moteur fatigué dont les saccades ne semblent inquiéter que vous. Pierre roule un cigare d'une seule main, d'un geste sûr et familier malgré les coups de roulis, le regard viré par un ailleurs qu'il est le seul à percevoir. Il vous l'attend sans un mot. Vous fumez tous les deux, nimbés de pensées perdues et de volutes grises. L'île du Corbeau est là, à quelques encablures, comme un caillou jeté depuis la côte un peu plus loin au large. Vous la contournerez par le sud, louvoyant au pied d'un promontoire austère, à la peau noire et trouée, comme rongée par la lèpre. À l'ouest de cette terre émergée, un groupe de maisonnettes basses, aux toits effondrés, n'en finit plus de succomber aux assauts des tempêtes. L'île livre son corps dénudé à votre regard comme au vent inquisiteur. Sur ces longues étendues glabres, ce ne subsiste que des ajoncs rampants, ondoyant sous les bourrasques, tandis qu'une herbe éphémère, naïve et pressée d'exister, est aussitôt brûlée par les acides iodés. La mer, magnanime, vous a épargné l'une de ces terribles colères. Et l'accostage se déroule sans heurts. Pourtant, on ne s'attarde pas. On se signe par superstition quand un regard croise involontairement la tour au feu éteint. Toujours un mauvais présage pour les marins. Des poignées de main franches et sincères, un hochement de tête empreint de respect et d'une tacite bénédiction. Une dernière cigarette. Après le chauffeur pressé, le bateau s'éloigne à son tour, dévoré par l'ondulation des vagues, cette fois plus opiniâtres, qui le malmènent dans leur réveil chagriné. Et puis voilà, sans autre compagnie que vous-même et quelques cormorans, leurs grandes ailes noires déployées comme des étendards de mauvais augure. Entre terre et mer, au bout du monde, vous observe un phare sans âge, silencieux et songeur. Si vous êtes prêts, rendez-vous maintenant au numéro 300. On va s'arrêter là pour ce soir.
parce que là, on n'aura pas trop de spoilers dans l'aventure, on a juste dressé ensemble le profil de Ange le Bon. Et la vraie aventure commence ici. Ça donnera lieu à une autre vidéo pour éviter aux gens d'en découvrir trop. J'ai juste envie de dire waouh, c'est cette qualité d'écriture-là que j'attends dans un jeu d'enquête. Et après ces petites séries de architecture art, lire autre chose, c'est compliqué. On avait déjà un niveau incroyable avec les âmes seules, un super niveau aussi dans l'asile, les veilleurs également, hein. J'ai pas fait les mystères de Bépine par contre, il faut que je rattrape mon retard à l'occasion. Mais c'est waouh, c'est prenant. C'était hyper émouvant cette découverte de la vie de Ange Lebon sur le front. On avait déjà pas mal de choix qui ont façonné un petit peu son caractère maintenant. Euh, j'ai hâte de continuer. Voilà. J'espère que la découverte vous a plu, que ça vous a donné une bonne idée de ce vers quoi on tend, de ce qu'on va pouvoir découvrir. On sent déjà bien l'ambiance sombre, on sait que la première personne qui a été contactée s'est suicidée sans laisser de mots. Le chauffeur qui nous a déposés était très 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 pressé de partir. En fait, tout ça est sous-jacent. Les mots ne sont pas explicitement prononcés, mais on sait déjà qu'il se passe quelque chose et que on ne se dirige pas vers une petite vie paisible dans un phare comme l'espérait Ange le Bon. En tout cas, je trouve que le suspense est déjà bien amené et bien sûr, moi, ça match à fond, hein. Donc on continue très vite cette aventure. Je pense qu'on va tout dérouler dans la semaine parce que j'aurai un petit peu de temps et ça me fera bien plaisir de le partager avec vous. Je vous souhaite en attendant une bonne soirée, bonne journée en fonction et puis jouez bien à vos jeux et je vous dis à bientôt. Au revoir.